Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui peut paraître énorme, mais qui est vraiment au cœur de l'économie. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer la richesse d'un pays? On va décortiquer ça ensemble. Alors, concrètement, comment on s'y prend? Est-ce qu'on additionne simplement la valeur de tout ce qui est produit? Toutes les voitures, toutes les baguettes de pain, tous les services informatiques? Eh bien, c'est un peu plus subtil que ça, et c'est ce qu'on va découvrir étape par étape. Pour bien comprendre, notre parcours va se faire en 4 temps. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi la richesse? Ensuite, on verra comment on passe de l'échelle d'une seule entreprise à celle d'un pays entier. Après ça, on se penchera sur les limites de l'indicateur le plus connu, le PIB. Et pour finir, on explorera les autres manières de mesurer le progrès. Allez, on commence par le commencement. Pour comprendre la richesse d'un pays, il faut d'abord comprendre comment une seule entreprise crée de la richesse. Et justement, comment est-ce qu'on passe de cette petite échelle à la vision d'ensemble? La réponse tient en une notion absolument centrale, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est vraiment le concept clé à retenir. Attention, ce n'est pas la même chose que le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total des ventes. Non, la valeur ajoutée, c'est la richesse réelle, la contribution nette d'une entreprise à l'économie. Et pour la calculer, en fait, la logique est assez simple. On prend le chiffre d'affaires et on lui soustrait ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. C'est tout ce que l'entreprise a dû acheter et transformer pour produire. Par exemple, pour un boulanger, on prend le prix de toutes les baguettes qu'il a vendues et on retire le coût de sa farine, de sa levure, de l'électricité de son four. Ce qui reste, eh bien, c'est ça, la valeur ajoutée. Et c'est là que tout s'assemble. Imaginez qu'on fasse ce calcul pour toutes les unités de production du pays. Les boulangers, les constructeurs de voitures, les coiffeurs, mais aussi les hôpitaux ou les écoles. Si on additionne toutes ces valeurs ajoutées, on obtient le produit intérieur brut, le fameux PIB. Le PIB, c'est donc l'indicateur vedette. Il mesure toute la richesse créée sur un territoire, en général, sur une année. On peut le voir un peu comme le thermomètre de l'économie. Il nous dit si elle est en bonne santé, si elle est en croissance, ou si elle a un coup de froid. Juste une petite précision, il y a en fait 2 grandes familles dans le PIB. D'un côté, le PIB marchand, c'est le plus évident, la valeur ajoutée de tout ce qui se vend sur un marché. Et de l'autre, il y a le PIB non marchand. Il est tout aussi essentiel, c'est la richesse créée par les services publics, comme l'éducation nationale ou la santé, qui ne sont pas vendus directement. On peut aussi regarder le PIB de 2 manières différentes. Il y a le PIB global, le chiffre brut. C'est la taille totale du gâteau économique. C'est utile pour comparer la puissance des pays. Mais pour avoir une idée du niveau de vie, on utilise le PIB par habitant. On prend le gâteau entier et on le divise par le nombre d'habitants. Ça donne une idée de la part moyenne de chacun, et c'est beaucoup plus parlant. Mais voilà, ce fameux thermomètre, aussi utile soit-il, a de sérieuses limites. Il est temps de s'intéresser à ces angles morts, à tout ce que le PIB ne nous dit pas. Parce que la vraie question, elle est là. Est-ce qu'un seul chiffre, aussi bien calculé soit-il, peut vraiment résumer la richesse d'une société, le bien-être de sa population ou la santé de son environnement? La réponse est évidemment non. Alors, quelles sont ses limites? D'abord, le PIB ignore complètement tout le travail qui n'est pas payé. Le travail domestique, l'aide aux proches, le bénévolat dans les associations, des activités pourtant essentielles. Ensuite, il ne voit pas l'économie informelle. Mais le plus troublant, c'est qu'il est indifférent aux dégâts. Une marée noire, par exemple, peut faire augmenter le PIB parce qu'il faudra dépenser de l'argent pour nettoyer. Et enfin, et c'est crucial, le PIB ne dit rien sur le bien-être des gens, sur la qualité de vie ou sur les inégalités. Heureusement, face à ces critiques, les économistes et les statisticiens ne sont pas restés les bras croisés. De nombreux autres indicateurs ont été créés pour avoir une vision plus large et plus juste du développement. L'alternative la plus célèbre, c'est l'IDH, l'indice de développement humain. L'idée est simple, le développement d'un pays, ce n'est pas que l'économie. L'IDH combine donc 3 dimensions. Le revenu par habitant, bien sûr, mais aussi la santé, mesurée par l'espérance de vie, et l'éducation, mesurée par la durée de scolarisation. Prenons l'exemple de la France. Son IDH est de 0,910, ce qui est un score très élevé. Pourtant, ce score la classe au 28e rang mondial. C'est intéressant, ça montre qu'un pays peut être une grande puissance économique sans pour autant être en tête de peloton sur le plan du développement humain global. Et l'IDH n'est que la pointe de l'iceberg. Il existe des dizaines d'autres indicateurs. Certains se concentrent sur notre impact sur la planète, comme l'empreinte écologique ou l'empreinte carbone. D'autres tentent de mesurer la santé sociale ou même directement le bien-être économique en prenant en compte les inégalités. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? L'idée n'est pas de jeter le PIB. Ça reste un outil indispensable pour comprendre l'activité économique. Mais il faut être conscient de ses limites. Pour avoir une image fidèle du développement d'une société, il est absolument nécessaire de le compléter avec d'autres indicateurs qui éclairent la santé, l'éducation et l'environnement. Et on termine avec une question pour réfléchir.
Si la croissance du PIB se fait au détriment de l'environnement ou du bien-être des gens, est-ce que cette croissance est toujours une bonne nouvelle? C'est sans doute l'une des questions les plus importantes pour notre avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse.